Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Chaque semaine, je te synthétise un livre qui touche de près ou de loin les finances personnelles et l'investissement boursier. Je te résume donc des centaines d'heures de lecture de façon simple avec des exemples concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue à ce 80e épisode de Finances fondamentales. Je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui pour vous faire la synthèse du livre Transformer en opportunité des multi-logements trop chers d'Yvan Cournoyer et de Jean-Philippe Claude. Avant, je tiens à remercier les personnes abonnées du mois de mai, donc Alex, Jessica, Marilyn, Mathieu, Laurence, Tania, Mathieu A., Saya, Julien, Kaflung, Monsieur ou Madame Bergeron et les autres personnes qui se sont abonnées dans le mois de mai de façon anonyme. Donc, je peux jamais assez vous remercier pour ce soutien-là. Je rappelle les avantages des personnes abonnées. D'abord, vous avez accès à un épisode supplémentaire à chaque mois qui est publié le premier jeudi du mois dans lequel je réponds à vos questions en priorité. J'envoie également 3 fichiers aux personnes abonnées à la fin du mois. Donc, le fichier d'analyse que j'ai utilisé lors de ma dernière analyse du mois de mars, par exemple, mars 2024. J'envoie également mon fichier d'analyse vierge pour que vous puissiez faire vos propres analyses sur les compagnies qui vous intéressent. Et j'envoie également le guide d'utilisation de l'outil d'analyse du fichier Excel. Si je ne vous ai pas nommé et que vous vous êtes abonné dans le mois de mai de façon non anonyme, bien sûr, et que vous n'avez pas reçu que vous n'avez pas reçu les documents qui ont déjà été envoyés pour le mois de mai, juste me faire signe, je vais vous envoyer tout ça. Avant de faire la synthèse du livre, je rappelle que les informations que je vous donne dans le podcast sont dans un but strictement éducatif. Ce n'est pas des conseils financiers. Je vous invite à consulter un professionnel pour des conseils qui sont spécifiques à votre situation parce que moi, je ne peux pas être tenu responsable de vos décisions financières. Donc, aujourd'hui, le dernier des 3 livres sur l'immobilier, donc notre trilogie immobilière. En introduction, donc, ce livre-là plonge dans l'univers de la réinvention immobilière. Donc, le livre propose une exploration approfondie des stratégies qui disent novatrices et des modèles inspirants pour convertir des défis immobiliers, donc des multilogements qui sont trop chers, en de véritables opportunités. Les auteurs nous amènent à repenser l'aménagement, à réinventer les politiques immobilières et à mobiliser des ressources disponibles pour créer des espaces de vie qui sont abordables, durables et socialement inclusifs. Et ils disent eux-mêmes que c'est un guide essentiel pour tous ceux et celles qui cherchent à contribuer à un changement positif dans le domaine de l'immobilier, tout en faisant bien sûr du profit. Personnellement, ça a été mon préféré des 3 livres que je vous ai résumés sur l'immobilier. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Le premier point de synthèse, c'est ce qu'il faut connaître avant d'investir dans l'immobilier. Donc, le premier point que j'aborde dans ce premier point-là, c'est les différents créneaux dans lesquels vous pouvez investir. Donc, les auteurs disaient de se spécialiser dans un ou plusieurs créneaux, mais de ne pas investir dans tous les différents créneaux. Donc, je vous les nomme. Il y a les chalets locatifs, les constructions neuves, la conversion d'immeubles en condos, le développement de terrain, les entrepôts ou les mini-entrepôts, les fiducies de placement immobilier, les flips immobiliers, l'immobilier commercial ou industriel, la location à court terme, donc avec des appartements de type Airbnb, location avec option d'achat, location de maison, condo mobile, location de chambre dans une maison, le multilogement locatif résidentiel, donc les 5 plex et plus, les plex locatifs résidentiels, donc de 2 à 5 portes, les prête-noms, le prêteur hypothécaire privé, les résidences pour personnes âgées, le sociofinancement et les stationnements à louer. Personnellement, ce qui m'intéressait le plus, c'était les multilogements locatifs résidentiels, donc les 5 portes et plus, parce que c'est une stabilité de l'investissement, mais le loyer est réglementé par la régie, donc tu ne peux pas nécessairement faire ce que tu veux avec tes loyers. Le deuxième qui m'intéressait, c'était les plex locatifs, donc les 2 à 5 portes, parce que la mise de fonds était plus petite. Donc, quand on parle de multilogement et de plex locatif, on est vraiment dans ce qu'on pense en premier quand on pense à investir en immobilier. Le troisième qui m'intéressait, c'était les entrepôts, parce que c'est lucratif. Donc, quand les gens vont entreposer, par exemple, leurs meubles en 2 déménagements,
Donc, il paraît que c'est super lucratif. Par contre, il y a déjà de gros joueurs qui sont établis et ça a l'air que ça demande des grosses mises de fonds pour pouvoir acheter ces entrepôts-là. Le quatrième qui m'intéressait d'une façon plus réaliste, c'est les maisons de chambre. Donc, le cash flow est important, mais le financement est plus difficile. Il faut s'assurer de bien vérifier les règles avec la municipalité. Honnêtement, à l'époque, c'était une des options qui m'intéressait après les multilogements. Présentement, c'est peut-être l'option qui me semble la plus réaliste. C'est un projet que j'ai en tête quand mes filles vont être plus grandes. J'ai une grosse maison pour rien. Lorsqu'elles vont quitter la maison ou elles vont être prêtes à être en appartement, j'ai l'intention, si c'est possible ici à Sherbrooke, j'ai pas encore vérifié, c'est dans 15 ans, là, mais de modifier mon sous-sol pour faire 3 chambres pour louer aux étudiants puisqu'on est proche de l'université ou louer à mes filles au début si elles le souhaitent. Ensuite, j'avais potentiellement les chalets locatifs, donc de joindre l'utile à l'agréable. Il y a un défi de gestion par contre parce que souvent le chalet est assez loin, mais les auteurs disent d'utiliser des serrures électroniques, ce qui facilite beaucoup la gestion du chalet. Et enfin, il y avait les REITs, donc la fiducie immobilière. C'est intéressant, mais les rendements sont moins élevés que si vous possédez l'immobilier vous-même. Donc les REITs, c'est des produits financiers, donc tu peux investir dans ces produits-là comme sur le marché boursier. Et ça fait en sorte que tu possèdes une partie d'immobilier. Donc souvent, tu vas recevoir des paiements en dividendes de 4, 5, 6%. Là, ça va dépendre du produit que tu as. Donc c'est comme si tu t'achetais une parcelle d'un produit immobilier que des gens ont mis sur le marché public pour aller chercher des fonds pour eux acheter davantage d'immeubles. Sinon, en bonus, il y a peut-être le fait d'un jour, si j'ai les moyens, de devenir un prêteur hypothécaire privé. Donc, les auteurs disent qu'on peut aller chercher de 10 à 20% de rendement avec ce type d'investissement-là. Par contre, il faut trouver et qualifier la personne et faire ses devoirs sur l'immeuble parce que si le projet de la personne ne fonctionne pas, ben vous devenez potentiellement propriétaire d'une partie ou de l'immeuble au complet selon s'il y avait d'autres investisseurs privés ou si vous étiez le seul. Après les créneaux, les auteurs présentent les 3 types de rendements possibles en immobilier. Le premier type de rendement qu'ils présentent, c'est le rendement sur le flux de trésorerie, donc le cash flow. Donc le cash flow, comment on calcule ça? C'est les revenus totaux, donc que les gens vous paient pour louer vos appartements, moins les dépenses d'opération que vous avez, donc au quotidien, conciergerie, etc., moins le service de la dette, donc l'intérêt que vous devez payer sur votre prêt hypothécaire et le capital également. Et ça, vous divisez ça par le déboursé total, ce que vous avez payé au total pour votre immeuble. Donc le coût de revient qu'on avait parlé dans le dernier épisode. Généralement, c'est le plus faible des 3 rendements. Les auteurs disent que ça peut parfois même être négatif, le cash flow. Et souvent, ça va se situer à l'époque, lorsqu'ils ont rédigé le livre en 2020, entre 1 et 5%. En ce moment, ce que j'entends, c'est que c'est plus difficile de trouver des immeubles avec un cash flow positif. Donc, vous devez vous attendre parfois à débourser un peu d'argent de votre poche à chaque mois pour conserver votre immeuble. Deuxième type de rendement, c'est le rendement sur la capitalisation du prêt. Donc, le calcul est simple, c'est la capitalisation du prêt que vous faites chaque année. Donc, par exemple, si vous mettez 1 000 $ de capital par mois quand vous payez votre hypothèque, ben vous prenez 12 000 $ donc dans l'année divisé par votre coût de revient, donc le déboursé total que vous avez fait pour acheter l'immeuble, et ça va vous donner votre pourcentage de rendement en capitalisation du prêt. Enfin, le troisième type de rendement, c'est le rendement en plus-value. Donc, ça va être la plus-value que l'immeuble a pris divisé par le déboursé total. Donc, la moyenne du plus-value, habituellement, les auteurs disent que c'est 3% par année. Et pour avoir un calcul plus prudent sur votre calcul de rentabilité, ils disent que vous pouvez utiliser 2 à 1% de plus-value par année. Donc, le rendement global, ce qu'ils appellent le TRI, c'est additionner les 3 types de rendement. Donc, si votre cash flow est de 2%, que le rendement de la capitalisation du prêt est de 1% et que le rendement de la plus-value est de 2%, bien 2 plus 1 plus 2, ça vous donne 5% de rendement global annualisé avec votre immeuble. Donc, l'avantage d'avoir un immeuble, c'est de dépasser, bien sûr, ce 5% de rendement-là avec le cash flow, la capitalisation du prêt. Donc, si vous allez chercher un 10%, bien là, ça devient intéressant d'avoir l'immobilier. Et il y en a qui vont chercher plus que 10-20% et il y en a qui vont chercher moins. Donc, c'est à vous de voir si l'immeuble que vous achetez
a un bon potentiel de rentabilité et si vous êtes prêt à faire la gestion nécessaire et l'optimisation nécessaire pour augmenter le rendement potentiel. Comme vous le savez, j'utilise l'infolette d'InfoBref depuis près de 2 ans, mais je suis aussi un maniaque des podcasts. Donc, je vais vous dire que je n'étais pas malheureux de découvrir le balado d'InfoBref qui résume chaque matin, en format audio, l'essentiel des nouvelles en 5 minutes. Pour moi, c'est l'idéal afin d'être au fait de l'actualité pendant que je fais mon jogging matinal ou que je fais la vaisselle le soir. Donc, faites comme moi et abonnez-vous au balado d'InfoBref en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. C'est gratuit. Ils parlent ensuite de gestion passive rapidement. Là, ils disent que c'est possible un coup que tu as accumulé un certain nombre de portes. Donc, le dernier épisode, on parlait de 12 portes minimum. Ici, il n'y a pas de chiffre précis, mais c'est possible de déléguer à une entreprise de gestion ou également des tâches de conciergerie pour s'assurer vraiment que votre gestion est la plus passive possible. Mais lorsque vous commencez en immobilier, habituellement, il faut être prêt à mettre les mains dans la pâte un peu, là, puis c'est plus de la gestion semi-active, semi-passive là, que passive à 100%, comme ça peut l'être sur le marché boursier. Ensuite, le prochain sujet qu'ils abordent dans ce premier point-là de trucs importants à connaître, c'est connaître la valeur des immeubles. Donc, ils disent qu'il y a 4 façons de connaître la valeur d'un immeuble. La première, c'est de demander à un courtier immobilier une analyse comparative du marché, ce qu'ils appellent un ACM. Ça donne accès aux ventes entre courtiers, pas entre particuliers par contre. Idéalement, on demande à celui qui vend l'immeuble si on veut avoir une réponse rapide et on peut le récompenser s'il collabore avec nous. Deuxième façon de connaître la valeur d'un immeuble, il y a un service payant JLR.ca en 2020 qui donnait accès à tous les immeubles, également les ventes entre particuliers, mais c'est un peu moins précis dans l'ensemble que de faire affaire directement avec un courtier. Vous pouvez bien sûr, troisième façon, engager un évaluateur agréé, mais ça va vous coûter des sous. Et quatrième façon, c'est de retrouver toutes les ventes colligées par l'agence immobilière PMML. Donc, c'est un travail de moine, par contre, les auteurs disent. Donc, c'est beaucoup de temps investi pour peut-être ne pas réellement trouver la bonne opportunité. Ensuite, pour connaître les valeurs locatives donc d'un immeuble potentiel, les auteurs disent que ça, c'est important pour voir le potentiel d'optimisation pour le revenu d'un immeuble. Donc, si vous voulez acheter un immeuble et vous vous rendez compte que la valeur locative, donc les loyers que les personnes payent dans cet immeuble-là sont plus bas que le reste du secteur, mais là, vous voyez qu'il y a peut-être un bon potentiel d'optimisation de cet immeuble-là. Première façon de connaître les valeurs locatives, les auteurs suggèrent le site Ziplex.ca, donc ZIPPLEX.ca. Ils disent que c'est un outil merveilleux, mais je ne l'ai pas utilisé, donc c'est vraiment juste des propos rapportés ici. Deuxième façon de connaître les valeurs locatives, c'est avec des annonces fictives pour faire une étude de marché. Donc, allez voir avec des annonces fictives, est-ce que les loyers proposés sont attirants pour des potentielles personnes locatrices. Et enfin, troisième façon sur 4, c'est de parcourir des annonces dans le même secteur sur différents sites pour voir quelle est la valeur réelle des loyers potentiels dans les bâtiments autour. Et quatrième façon, c'est de faire une visite des logements actuellement alloués autour de l'immeuble qui vous intéresse pour connaître la future concurrence que vous allez avoir. Les auteurs disent que pour bien connaître le secteur dans lequel vous voulez acheter un immeuble, la première façon, ça peut être de faire affaire, de questionner les policiers. Donc, ils disent que les policiers connaissent le type de clientèle, les immeubles qui sont problématiques dans un secteur. Donc, lorsque je magasinais l'immobilier, mon beau-frère qui est policier m'avait dit à certains moments de ne pas acheter des immeubles dans certains secteurs. Malheureusement, c'est dans ces secteurs-là que les immeubles avaient le plus grand potentiel d'optimisation. Donc, c'est sûr que les meilleurs immeubles ne sont pas toujours ceux avec le plus grand potentiel de rentabilité. Souvent, ça va être les immeubles plus difficiles qui nécessitent un peu plus de gestion qui vont vous donner un bon potentiel de rendement. Deuxièmement, regardez le voisinage. Troisièmement, regardez les locataires de l'immeuble. Peut-être même donner des infos. Ça peut même vous donner des infos, en fait, lorsque vous allez essayer de négocier avec le propriétaire, si négociation il y a dans le moment où vous voulez acheter. Quatrième façon de mieux connaître le secteur, c'est de voir d'autres investisseurs dans le même secteur, les questionner, comment ça se passe, est-ce que c'est un secteur qui fonctionne bien. Cinquième façon, c'est de questionner les courtiers immobiliers, mais qui sont pas concernés par la vente. Donc, ceux qui vont vendre dans le secteur selon les pancartes que vous voyez. Donc, aller questionner d'autres courtiers pour mieux connaître le secteur. Et enfin, la dernière façon, c'est le département d'urbanisme de la ville, mais c'est plus difficile d'avoir des réponses dans un délai raisonnable.
On lâche pas, c'est un gros premier point. Donc, les auteurs mentionnent ensuite que c'est important de savoir comment flairer les bonnes affaires. Pour flairer les bonnes affaires, leur première façon, ils disent que c'est centris.ca, mais ils disent en majuscule de pas juste utiliser ça. Les aubaines, les vraies aubaines, souvent, vont pas être sur le site. Il y a beaucoup de compétition une fois que l'immeuble est rendu sur centris.ca. Une deuxième façon, ça va être d'utiliser des courtiers qui sont spécialisés en multilogement. Ensuite, d'utiliser le registre foncier du Québec. Les auteurs disent que c'est une vraie mine d'or. Il faut par contre payer 1$ par document consulté. Et ils disent que la déclaration de transmission, c'est la meilleure chance de mettre la main sur une aubaine parce que ça va être dans des cas, par exemple, où une personne est décédée et on doit vendre la propriété. Encore une fois, les auteurs nomment jlr.ca pour avoir une base de données immobilières, sinon monprospecteur.com, qui est un site immobilier. Sixième façon de flairer les bonnes affaires, il suggère une recherche passive avec des alertes sur des sites comme l'EPAC, Kijiji, Duproprio, Google Alert, Publimaison, acquisition.biz, donc acquisition s'écrit avec un Z, Realtor, donc vraiment de mettre des mots-clés comme bâtiment à vendre, bloc à appartement à vendre, à qui la chance, aubaine, aucun comptant, balance de vente, décès, divorce, doit vendre, faites une offre, financement disponible. Donc, tous des mots-clés qui vont vous permettre de voir, OK, peut-être que cette personne-là veut vraiment vendre rapidement un immeuble comme prix réduit, succession, vente rapide. Donc, mettez ces mots-clés-là sur les sites avec des alertes et vous allez peut-être tomber sur des aubaines. Il dit également sur ces mêmes sites-là de faire des recherches actives. Donc, le premier, c'est une recherche passive avec alerte. Et là, il dit de faire des recherches actives avec des critères de recherche. Huitième façon de trouver des aubaines, c'est de faire lors de votre farming qu'il appelle. Là. Donc, lorsqu'on circule dans des quartiers pour trouver des pancartes à vendre, mais de regarder justement, lorsque vous voyez ces pancartes-là, est-ce qu'il y a des bâtisses qui semblent manquer d'amour, d'appeler le proprio pour s'informer s'il veut vendre, même s'il n'y a pas de pancarte à vendre sur cet immeuble-là. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de compétition et il y a moins de frais d'acquisition si cet immeuble-là n'est même pas encore sur le marché. Neuvième façon, c'est l'envoi de lettres de masse. Donc, il y a déjà des étiquettes qui sont proposées sur le site glr.ca. Donc, vous pouvez faire également, au pire, des lettres personnalisées, au moins avec le nom de la personne ou l'adresse de l'immeuble. Donc, envoyer des lettres à tous les propriétaires en espérant que quelqu'un vous dise « Ah ben oui, finalement, je suis prêt à vendre ». Ensuite, les auteurs parlent d'évaluation marchande des plex. Donc, ils disent que les plex, c'est une bonne porte d'entrée, mais c'est pas une finalité. C'est difficile de grossir rapidement si vous achetez des immeubles entre 2 et 5 portes. Et ils donnent des exemples de fiches d'évaluation agréées sur leur site de clubimmobilier.ca/transformé avec un Z à la fin. Ils disent que c'est la même chose pour les multilogements. Vous pouvez utiliser la même fiche d'évaluation. Pour le financement, les auteurs parlent de prêt conventionnel qui est à 75%. Donc, vous devez payer 25% de mise de fonds sur l'immeuble. Et pour SCHL, ils disent que le financement va monter à 85%, donc vous devez payer 15% de mise de fonds. J'ai mis entre parenthèses ici, je pense que ça a changé depuis 2020. Désolé, je n'ai pas les informations, mais soyez prudents, peut-être vérifier de votre côté si vous vous lancez dans le financement pour l'achat d'immeubles. Un peu comme l'épisode 78, le premier livre qu'on avait parlé, ben, les auteurs parlent de comment trouver de l'argent pour payer cette mise de fonds-là. Ils parlent encore une fois du love money. La balance de vente avec le propriétaire, on avait parlé à l'épisode 78. Donc, lorsque le propriétaire retient une partie du financement pour que vous ayez une moins grosse mise de fonds à mettre ou parfois aucune mise de fonds, c'est plutôt rare maintenant, et vous devez le rembourser lui au fur et à mesure, votre mise de fonds, au lieu de le rembourser à la banque qui, elle, vous fait le prêt pour le reste, pour le 75% de l'immeuble, par exemple. Il parle également de marge de crédit hypothécaire, de marge de crédit personnel, de remise en espèces sur certains prêts hypothécaires, comme on avait vu encore une fois à l'épisode 78. Attention, par contre, souvent, c'est des termes de 5 ans, donc c'est pas possible d'optimiser rapidement avec ce type d'hypothèque-là. Et septième façon, ils disent de vendre des actions si vous en avez au personnel dans votre CELI, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que les auteurs vont un petit peu plus loin dans les façons de rembourser une balance de prix de vente ou du love money, donc l'argent de vos proches. La première façon, c'est capital et intérêt. Donc, vous calculez le montant à 6%, par exemple, incluant intérêt et capital sur 25 ans. Vous remboursez ce montant-là de 6% à chaque année pendant 5 ans.
Et à la fin de la 5e année, vous remboursez tout ce qui reste de capital. Donc, il vous en reste moins à payer un petit peu à la fin de la 5e année. Il faut faire attention, là, c'est rare qu'on rembourse vraiment sur 25 ans. C'est juste que le calcul du 6% se fait sur 25 ans, mais après 5 ans, c'est rare que vos proches ou l'ancien proprio va attendre 25 ans pour être remboursé. Souvent, c'est plus des termes de 5 ans. La deuxième façon, c'est de payer les intérêts seulement. Donc, vous faites le même calcul de 6%, mais vous allez seulement payer les intérêts pendant 5 ans et à la fin, vous allez rembourser tout le capital qui reste à rembourser. Donc, vous devez quand même accumuler du capital pendant 5 ans. Et il y a le prêt ballon où vous faites juste aucun paiement, mais après 5 ans, vous allez rembourser l'ensemble du capital. Donc, si vous deviez 100 000 $, vous allez rembourser 100 000 $, plus les intérêts de 6% par année, par exemple. Donc, ça va vous faire un montant X à la fin qui est beaucoup plus élevé que si vous l'aviez remboursé au fur et à mesure, mais ça vous donne du temps, justement, pour accumuler cet argent-là. Donc, en gros, capital et intérêts, ensuite, on paye tout après 5 ans. Deuxième façon, juste les intérêts et on rembourse tout le capital à la fin. Et le dernier, c'est on paye rien, mais après 5 ans, on rembourse tout le capital en plus des intérêts qui auront été accumulés. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit 1 million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer. At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder. Les ratios importants à connaître selon les auteurs, le multiplicateur de revenu brut, donc le MRB, c'est le prix demandé divisé par le revenu brut de l'immeuble. Le revenu net d'opération, le RNO, c'est le revenu moins les vacances et les mauvaises créances, donc les appartements vides ou les gens qui ne payent pas, moins vos dépenses d'opération. Donc habituellement, ce calcul-là va se faire avec 5% du revenu total, si vous voulez faire des estimations. Et toutes les dépenses, habituellement, c'est 40% sans chauffage et 50 à 60% avec le chauffage. Donc, ça revient à dire qu'habituellement, vous devriez avoir un revenu net d'opération entre 30 et 35% selon les chiffres généraux qui sont proposés. Bien sûr, il faut faire ce calcul-là avec votre immeuble. Si votre immeuble a un revenu net d'opération plus élevé que cette moyenne-là de 30-35%, c'est super. S'il est plus bas, peut-être que c'est un immeuble soit qu'il soit optimisé ou qu'au contraire, c'est pas un bon achat. Ensuite, il parle du cash flow. Le cash flow, on l'a déjà vu, c'est le revenu net d'opération que vous venez de calculer divisé par le service de la dette. Donc, vous devez maintenant ajouter ce que vous payez par mois. Donc, par exemple, si vous reste 30% de revenu net d'opération, mais que vous devez rembourser ensuite votre service de la dette, qui est le remboursement de votre prêt hypothécaire, si vous avez 10 000 $ de revenu net d'opération chaque mois, puis vous avez 10 000 $ de service de la dette, mais votre cash flow est à 0%, il n'est pas négatif, il n'est pas positif. Si vous avez un revenu net d'opération de 10 000 puis vous payez 5 000 d'hypothèque à chaque mois, vous avez un cash flow de 5 000 $, soit de 50% par rapport à votre service de la dette. Le multiplicateur du revenu net, le MRN, c'est le prix demandé pour l'immeuble divisé par le revenu net d'opération. Ça va déterminer la valeur d'un immeuble à revenu. Habituellement, c'est environ 20 dans les grandes villes et c'est ce que je parlais dans l'épisode 78. C'est ça le multiplicateur. Donc, chaque dollar d'équité que vous allez chercher supplémentaire en optimisant, vous le multipliez par le multiplicateur de revenu net
et ça va vous augmenter votre équité. Donc, par exemple, si vous allez chercher 500 $ de plus de revenus par mois, ben vous allez optimiser, ça veut dire de 6 000 $ par année vos revenus. Vous faites 6 000 fois 20, ce qui donne à peu près, je calcule vite, donc 120 000 $ d'équité supplémentaire si je ne me suis pas trompé dans mon calcul. J'ai fait une petite pause ici pour aller calculer. Ça donne bien 120 000 $. Donc, c'était un exemple pour vous montrer qu'est-ce que fait le multiplicateur du revenu net. Ça vous permet d'augmenter, de calculer l'optimisation potentielle de vos immeubles selon ce que vous faites et le multiplicateur du revenu net. Quelle est l'équité que vous allez aller chercher à la fin? Pour notamment utiliser l'effet de levier et refinancer votre immeuble pour aller acheter un autre immeuble par la suite. Le dernier ratio à connaître, c'est le taux global d'actualisation, donc le TGA. Le TGA, il faut faire 1 divisé par le multiplicateur du revenu net que vous venez de calculer. Ça va varier habituellement entre 3 et 10 %. Plus le taux global d'actualisation est haut, plus ça veut dire qu'il y a un meilleur rendement potentiel de l'immeuble. Donc, si vous êtes en haut de 10 %, c'est excellent. Si vous êtes en bas de 3 % ou près de 3 %, c'est un peu moins intéressant. Donc, en gros, avec ces ratios-là, ben, les auteurs disent qu'il faut connaître son marché pour trouver une aubaine parce que ces ratios-là vont changer selon le secteur, le type d'immeuble que vous recherchez, ainsi de suite. Enfin, il présente 2 ratios cachés, pas vraiment cachés, là, mais qui permettent de vraiment cibler les potentiels inexploités d'un immeuble. Le premier ratio, c'est le facteur de dépense, donc le FD. Comment calculer le facteur de dépense? C'est les dépenses d'opération, donc les dépenses d'opération que vous avez chaque mois, divisé par le revenu brut mensuel. Donc, si vous avez 1 000 $ de dépenses dans votre immeuble à chaque mois pour faire les rénovations, la conciergerie, blablabla, et vous divisez ça par votre revenu de 2 000 $, ben, ça vous donne un ratio de 0,5. Les auteurs disent qu'un ratio trop élevé par rapport au secteur, ça signifie soit des dépenses qui sont trop élevées dans l'immeuble ou des revenus trop faibles. C'est pas négatif, au contraire, si le facteur est élevé, ça veut dire que la gestion actuelle de l'immeuble est déficiente et qu'il y a un potentiel d'optimisation. Donc, ça veut dire que vous êtes soit capable de diminuer les dépenses d'opération pour optimiser l'immeuble ou d'augmenter les revenus. Ça veut peut-être dire que les gens ne payent pas les loyers à la juste valeur du marché actuel. Le deuxième ratio pour cibler des potentiels inexploités, c'est le prix par logement ou le prix par porte. Donc, le prix par porte, c'est de prendre le prix demandé de l'immeuble divisé par le nombre de logements et ça va vous donner un ratio. Donc, par exemple, si le prix demandé de l'immeuble est de 1 million et qu'on divise par le nombre de logements, on va dire que c'est un 10 logements, bien, ça donne 100 000 $ par porte et ils disent, les auteurs, que c'est le ratio le plus puissant pour évaluer le potentiel d'un immeuble. Si le prix par porte est plus bas que le secteur, ça veut dire que c'est un immeuble avec un grand potentiel d'optimisation. En fait, c'est normal, vous payez moins cher par logement, donc ça va avoir un plus grand potentiel de rentabilité future. On a fini le premier point après plus de 30 minutes, donc on lâche pas, les autres vont être un peu plus rapides. Le deuxième point, c'est l'optimisation. Donc, c'est quoi l'optimisation? On l'avait vu dans les 2 derniers épisodes, mais ces auteurs-là disent que ça réfère à l'ensemble des stratégies et des actions qui sont mises en œuvre pour maximiser les avantages ou les rendements d'un bien immobilier. Ça peut concerner différents aspects, donc ça peut aller de la gestion opérationnelle d'une propriété à des stratégies financières et fiscales qui vont permettre d'augmenter le rendement de votre investissement. Dans le cas de ce livre-là, on montre vraiment comment optimiser, en fait, qu'en optimisant plutôt un immeuble, on peut profiter d'une plus grande équité, comme on l'a vu dans l'épisode 78, et ainsi dégager de l'argent pour un autre achat. On peut plus maintenant, comme j'avais dit dans le dernier épisode, utiliser... En fait, ce que les gens faisaient à l'époque, c'est qu'ils refinançaient leur immeuble et ils s'achetaient des bateaux, des skidoo, bref, ils se gâtaient avec cet argent-là. Maintenant, on peut plus faire ça. Ça doit servir à acheter un autre immeuble. En fait, ça doit servir à investir l'équité que vous dégagez. Comme on a vu, habituellement, on peut faire chaque dollar supplémentaire gagné ou chaque dollar supplémentaire qui n'est pas dépensé va être à peu près x20 selon l'immeuble pour l'équité qui est gagnée. Les auteurs présentent 10 situations qui peuvent accélérer l'optimisation d'un immeuble. Le premier, lorsque les logements sont vacants
quand vous achetez, donc ça peut vous permettre de les rénover ou de juste augmenter le loyer immédiatement. Deuxième situation, lorsqu'il y a des départs volontaires à la fin des baux. Troisième, lorsqu'il y a des départs à cause de l'augmentation des baux. Quatrième, lorsqu'il y a des expulsions pour des non-paiements ou non-respect de conditions. 5, lorsqu'il y a des départs pour des travaux majeurs. 6, lorsque vous avez négocié de bonne foi avec les locataires. 7, la technique de la cascade, donc lorsque vous avez demandé au locataire de changer de logement pour rénover. Par la suite, il y a un autre locataire ou le même qui peut revenir dans ce logement-là, rénover pour en rénover un autre. Donc, faites vraiment une cascade pour rénover chacun de vos appartements. 8, les départs volontaires de locataires moins désirables à cause de vos nouvelles règles. 9, reprise de logement pour y habiter vous-même. Et 10, si vous faites des agrandissements, des subdivisions ou vous changez l'affectation de certains logements. En gros, avoir personne dans certains logements, ça permet de faire des rénovations qui augmentent la valeur des loyers que vous pouvez demander, ou avoir personne dans un logement ou dans un immeuble, ça permet d'augmenter les loyers plus facilement. Sinon, vous avez certaines contraintes, certaines limites en fait de comment vous pouvez augmenter, de combien en fait vous pouvez augmenter le loyer de vos locataires. Si un locataire ou des locataires déjà en place, les auteurs demandent qu'est-ce qu'on peut faire, il dit de demeurer humain. Il dit de pourquoi ne pas partager une partie de vos profits d'optimisation avec eux, ne pas être trop avare, sinon ça va ralentir votre optimisation d'immeuble. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce livre-là vise à optimiser un immeuble, donc acheter un immeuble, l'optimiser rapidement pour augmenter l'équité sur la maison et profiter de cette équité-là pour racheter rapidement un autre immeuble. Donc, c'est vraiment des stratégies de croissance rapide. Donc, ça nécessite d'augmenter les loyers ou de collaborer avec les locataires. Quand il dit de demeurer humain puis de partager une partie de vos profits d'optimisation avec eux, ça peut être par exemple, si vous voulez rénover un loyer pour l'augmenter, mais vous avez besoin pour ça qu'un locataire change de loyer. Si vous voulez, c'est vraiment des belles phrases que je fais là, mais vous pouvez demander de changer de loyer et lui donner un certain montant pour compenser le désagrément qu'il va ressentir de changer de loyer, de changer son linge de place et tout ça. Donc, vous pouvez dire, regarde, je te donne 2000 $ si tu décides de changer de logement pendant 6 mois et quand tu vas revenir, tu vas avoir un plus beau loyer puis je vais te laisser le choix de soit le prendre ou de demeurer dans le loyer moins cher que tu es actuellement puis je donnerai l'opportunité à un autre locataire ou à un nouveau locataire d'aller dans un nouveau loyer rénové que vous pouvez louer à plus cher pour le futur. Donc, vous, si le nouveau loyer, vous pouvez le louer, on va dire 200 $ plus cher par mois, oui, ça vous donne seulement 2400 $ par année. C'est presque tout l'argent que vous avez donné au locataire pour lui demander de changer de logement. Par contre, le 2400 x 20 vous a donné un bon montant d'équité que vous pouvez utiliser pour acheter un nouvel immeuble. Donc là, je donne des chiffres, là, c'est vraiment au hasard. J'ai pas d'expérience là-dedans. C'est peut-être irréaliste ou pas assez de donner 2000 $ à quelqu'un pour ce type de demande-là. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'objectif pour augmenter les loyers ou optimiser, c'est d'avoir personne dans certains appartements ou de diminuer tout simplement les dépenses pour augmenter la rapidité de votre optimisation. Donc justement, vous pouvez optimiser en réduisant les dépenses et les auteurs disent qu'en moyenne, les dépenses en fonction du revenu brut devraient représenter, pour les taxes foncières, ça devrait représenter 10 à 15 % de votre revenu brut. Pour les taxes scolaires, ça devrait représenter 3 à 5 %. Pour les assurances, 4 %. Pour l'énergie, 10 à 20 %. Pour la gestion de l'immeuble, 5 %. Pour l'entretien, 500 $ par logement par année. Et pour le concierge, 125 à 315 $ par logement par année. Donc, si les chiffres de dépenses sont plus élevés que ces chiffres-là, mais ça veut dire qu'il y a un potentiel d'optimisation dans cet immeuble-là. Vous allez sûrement être capable, en arrivant, de réduire certaines dépenses si elles sont plus élevées que ces moyennes. Les autres stratégies d'optimisation qu'on a vues, donc là, ce qu'on a vu, c'est de rénover ou de demander à des locataires d'agrandir ou d'augmenter les loyers s'il n'y a personne dans l'appartement ou de diminuer les dépenses. Outre la réduction des dépenses et l'augmentation des revenus, il y a d'autres stratégies. Le premier, c'est le transfert de l'énergie. Donc, la facture d'hydro devrait être payée dans le contrat de location de l'appartement parce que ça vous fait des loyers plus élevés à vous. Donc, c'est vous qui payez Hydro-Québec et vous répartissez la facture
à vos locataires. Comme ça, les revenus de l'immeuble sont plus élevés, ce qui vous permet d'augmenter les revenus de votre immeuble. Sinon, il dit de vérifier les subventions pour améliorer le système de chauffage et le rendre plus efficace, ce qui va diminuer les coûts de l'énergie dans votre immeuble. Possibilité d'agrandir votre immeuble si c'est possible dans votre municipalité. L'ajout de logements à l'intérieur, donc exemple, si vous avez des grandes salles qui ne sont pas utilisées dans votre immeuble, c'est possible de transformer ça en logement. Sinon, de subdiviser de gros logements en plus petits logements. De faire de la location de chambres. Donc, exemple, s'il y a un grand 5,5 avec 3 chambres, mais au lieu de louer à une personne le 5,5, vous pouvez louer 3 chambres dans le 5,5. Ils disent que c'est important d'en informer l'assureur, voir si c'est possible. D'ajouter une terrasse pour augmenter les loyers, d'ajouter l'Internet. Donc, il dit que ça, c'est simple et super payant. Donc, il y a des compagnies comme Wifiplex ou Duocable Inc. qui se spécialisent dans ça. Donc, vous allez encore une fois fournir Internet à vos locataires et eux vont payer un loyer plus élevé pour avoir l'Internet dans leur prix de loyer. Et vous, encore une fois, ça augmente les revenus totaux de votre immeuble, ça augmente votre optimisation et ainsi votre équité x20 qu'on a parlé précédemment. Ils disent que la location de stationnement, donc un stationnement par locataire par exemple, qui est gratuit et le deuxième stationnement peut être payant. Sinon, les auteurs terminent le point de l'optimisation en parlant du type de clientèle. Ils disent que les petits logements défavorisés, ça demande plus de gestion, plus de visites. Donc oui, souvent ces logements-là, peut-être qu'il y a un potentiel d'optimisation, mais il faut que vous comptiez également le temps que vous allez mettre dans ces logements-là. Troisième point de synthèse, c'est fiscalité et logement. Donc les auteurs parlent de l'amortissement. Donc l'amortissement fiscal immobilier, c'est une pratique comptable qui va vous permettre de répartir le coût d'acquisition ou de construction d'un bien immobilier sur une période qui est déterminée à des fins fiscales. Donc, cette répartition-là annuelle, du coup, va permettre de déduire une partie de la valeur de votre bien immobilier sur la base imposable de votre revenu. Et ce que ça va faire, c'est que ça va réduire, en gros, là, si je dis ça de façon plus simple, ça va réduire l'impôt que vous avez à payer sur votre revenu. Donc, l'amortissement, c'est vraiment une stratégie importante pour les investisseurs immobiliers parce qu'elle peut contribuer à maximiser les avantages fiscaux associés à posséder un bien de ce type-là. Donc, par exemple, si vous avez un bien résidentiel qui a été acquis pour 275 000 $ et la période d'amortissement est de 27,5 ans, bien, l'amortissement annuel serait d'environ 10 000 $. Donc, ce que ça veut dire, c'est que chaque année, vous pouvez ajouter, on va dire, pour faire ça simple, comme dépense d'amortissement, 10 000 $. Donc, ça va, si vous avez fait 10 000 $ de revenus dans l'année et que vous amortissez votre bien pour 10 000 $ dans cette année-là, bien, c'est comme si vous aviez fait 0 revenu d'entreprise, donc vous ne payez pas d'impôt pour cette année-là. Donc, c'est pour ça que l'amortissement est intéressant. Par contre, il faut noter que cette déduction-là a un impact sur le coût de base du bien. Donc, lorsque vous allez vendre votre immeuble, la partie amortie va être sujette probablement à des impôts sur le gain en capital. Donc, en gros, consultez si c'est idéal pour vous dans votre situation de prendre ou non un amortissement. Idéalement, on dit que oui, mais ça dépend de chaque cas, donc ça peut être intéressant et nécessaire de consulter un fiscaliste si vous voulez appliquer cette stratégie-là. Ensuite, les auteurs abordent l'indivision ou la société en nom collectif ou par action, là, donc voir l'épisode 73 où je parle de ces notions-là. D'abord, ils disent qu'il y a un site pour vérifier si vous avez des atomes crochus en affaires avec l'autre personne. Ça s'appelle bluemed.com, donc BLOOMED.com. Ils disent qu'il y a 2 catégories d'investisseurs. Il y a le passif, donc les gens qui vont injecter l'argent mais qui ne sont pas impliqués dans les décisions. Et il y a les investisseurs actifs qui vont être impliqués selon leurs compétences. Donc, soit la prospection, trouver des aubaines, soit pour négocier, soit pour gérer l'immeuble, soit pour administrer l'immeuble, soit pour faire des rénaux, etc. Troisième point, ils disent que c'est important d'identifier clairement le rôle et l'apport de chacun et qu'est-ce que valent ces rôles-là. Donc, s'il y a quelqu'un qui est passif, qui fait juste injecter de l'argent et qui n'est pas impliqué, bon, ben OK, lui qui est impliqué, est-ce qu'il va mettre moins d'argent parce qu'il va faire la gestion et tout ça, mais c'est comment moins d'argent? C'est-tu la moitié? Il met-tu rien? Donc ça, c'est vraiment à identifier clairement au départ de votre collaboration.
Et enfin, est-ce que c'est mieux d'être en indivision ou en société en nom collectif? Donc, les auteurs présentent l'indivision et disent que c'est simple et ça laisse le choix à chacun des partenaires de décider s'il prend ou non l'amortissement fiscal. Donc, si, par exemple, vous allez en indivision, vous êtes 2 personnes à acheter l'immeuble, ben toi, tu peux décider de prendre l'amortissement fiscal pour diminuer tes impôts et l'autre peut décider de ne pas le faire pour profiter davantage d'un gain en capital dans 20 ans quand il va vendre l'immeuble. Le désavantage de l'indivision, c'est que quand il y a beaucoup de partenaires, l'administration va être plus complexe. Donc, il doit y avoir des comptes bancaires, le nom sur les différents baux, ça va être le nom de qui. Il faut avoir des règles qui permettent de déléguer clairement les pouvoirs à chacun. Donc, l'indivision, c'est pas exactement un partenariat au sens commercial ou entrepreneurial. L'indivision va désigner une situation juridique dans laquelle il y a plusieurs personnes qui vont détenir ensemble la propriété sans qu'aucun partage physique ne soit fait entre ces personnes-là. Donc, ces personnes sont appelées des indiviseurs. Donc, en gros, ça, c'était vraiment la définition des auteurs, là. En gros, l'indivision va se produire quand il y a plusieurs personnes qui vont détenir des droits sur une propriété de façon simultanée. Donc, chaque personne a une part de la propriété, mais elle n'a pas de part spécifique dans ce bien-là. C'est vrai. Donc, par exemple, là, dans le cas d'une maison à 2 personnes, comme moi et ma conjointe, ben, on est 2 indivisaires et on détient la moitié chacun de la propriété, mais il n'y a pas de séparation physique là, dans la maison en nous deux. C'est juste qu'on possède la maison à 2. Donc, les personnes en indivision doivent généralement prendre des décisions ensemble et ils ont des responsabilités partagées envers le bien en question, donc l'immeuble. Il y a des règles juridiques qui vont pouvoir régir l'indivision et ça va varier en fonction des lois de chaque municipalité. La société en nom collectif, ben, si vous décidez d'amortir, ben, il faut que ce soit décidé ensemble. Ça peut mener à certains conflits potentiels entre les investisseurs, donc il faut en discuter dès le départ. La société en nom collectif, c'est plus safe parce que vous possédez pas la société à votre nom. C'est vraiment comme une entreprise distincte, comme on le vu à l'épisode 73, mais c'est plus compliqué. Donc, je vous invite vraiment à aller voir l'épisode 73 là, pour voir la distinction. On a déjà un long épisode aujourd'hui, donc je vais enchaîner. Le 5e élément qui discute les auteurs, c'est peu importe ce que vous choisissez, en gros, il faut rédiger une convention personnalisée d'actionnaires ou de copropriétaires pour prévoir les mécanismes devant certaines situations qui pourraient être problématiques. Donc, par exemple, est-ce qu'on refinance tout de suite ou non? Est-ce qu'on fait certaines rénaux ou non? Est-ce qu'on donne des cadeaux aux locataires ou non? Donc, il y a plusieurs clauses dans ce type de convention d'actionnaires-là. Donc, les apports initiaux, qu'est-ce qui va être remboursé de façon prioritaire? Lorsqu'on va avoir les cash flows, est-ce qu'on se rembourse rapidement ou on réinvestit ou on optimise? D'où vont provenir les apports supplémentaires? Donc, s'il y a des rénovations majeures, qui va faire cet apport-là et qu'est-ce que vaut cet apport supplémentaire-là? Si on prévoit 50 000 dans les rénaux, est-ce que ce 50 000-là vaut moins ou plus que les apports initiaux? C'est quoi les conséquences si les personnes ne contribuent pas? Est-ce qu'il y a des intérêts à payer? De la dilution dans la propriété, dans les parts que les personnes ont dans l'immeuble? C'est quoi les délais qu'on s'attend? La gestion et l'administration, donc on donne un pouvoir aux gestionnaires. Il y a certaines décisions qui peuvent nécessiter quand même une grande majorité, comme l'achat d'un nouvel immeuble, la vente d'un immeuble, le refinancement. Est-ce qu'on se rémunère des dividendes? Donc, il y a le droit de premier refus, la clause shotgun 3 à 5 ans pour mettre fin au partenariat. Si quelqu'un décède, qu'est-ce qu'on fait? Si quelqu'un veut se retirer, c'est quoi la valeur marchande si on veut revendre nos parts à l'interne? Donc, il y a plein de choses à décider dans la convention d'actionnaires. À moins d'avoir un revenu personnel de plus de 150 000 $, c'est plus coûteux d'avoir une société par action. Donc, une telle société peut être utile pour un gel successoral ou si vraiment vous êtes plusieurs partenaires. 4e élément de synthèse, les trucs pour les rénaux. Donc, les auteurs disent de s'assurer d'être en règle avec le RBQ, le CCQ, la CNESST avant de faire des rénaux. Pour estimer, il dit de comptabiliser tous les matériaux et faire x2, x3 pour la main-d'œuvre. De demander des soumissions à notre entrepreneur général en fournissant la liste des travaux avec des photos et un croquis. Ils disent de majorer de 10% le coût total des rénaux pour avoir une marge de sécurité. D'effectuer les travaux les plus rentables en premier comme salle de bain, cuisine, la peinture ou les aires communes. S'interroger si réellement les rénaux permettent d'augmenter le loyer ou de diminuer les dépenses. Les locataires vont-ils être prêts à payer plus cher pour ça
ou dans ce secteur-là, est-ce que c'est trop cher comme réno? Vraiment réfléchir avant de faire des rénos. Si tu es dans un quartier pauvre et tu mets des super belles salles de bain, ben peut-être que tu ne pourras pas augmenter le loyer autant que tu veux parce que les gens ne pourront pas se permettre ce loyer-là. Est-ce que vous faites les travaux vous-même ou non? Ça dépend de la distance, des lois, du temps disponible, de vos habiletés, du plaisir que vous avez à faire ça aussi. Les auteurs disent de faire des choix standards, par exemple, la peinture en blanc qui vont plaire à la majorité et qui vont pouvoir être réinvestis dans d'autres logements ou d'autres immeubles. Donc, que ce soit une sorte de plancher, si vous avez des planches supplémentaires, vous pourrez quand même les garder pour un autre immeuble. Donc, vraiment aller avec des goûts plus généraux, on va dire, puis pas la peinture en rouge, puis tout ça. Là. Toujours demander 3 soumissions, ou 2 là, si c'est des petits travaux, en préparant bien vos appels d'offres pour comparer des pommes avec des pommes. Donc, demandez vraiment aux gens auxquels vous soumissionnez de ventiler les soumissions, donc d'avoir un prix pour chaque élément dans la soumission pour bien comparer. Donc, si vous avez juste un prix, donc ça coûte 20 000 $, mais vous ne savez pas pourquoi ça coûte 20 000 $, ça va être dur de comparer avec l'autre entrepreneur qui vous dit que c'est 24 000, mais peut-être qu'il met plus de choses dans sa soumission. Vérifiez si l'entrepreneur avec lequel vous voulez faire affaire a une plainte contre lui à la Régie du bâtiment du Québec et l'Office de protection du consommateur et si sa police d'assurance responsabilité est bien en vigueur. Ils disent d'utiliser Reno Assistance pour obtenir différentes soumissions et d'autres trucs en rafale, donc de conserver toujours toutes les factures, de vérifier si les subventions municipales existent pour le genre de réno que vous voulez faire, obtenir des soumissions sans frais toujours, avoir un avocat qui vérifie les contrats avant de signer, être présent lors des travaux, ne jamais accepter les contrats à l'heure, être réaliste par rapport à vos propres compétences de rénovation, avoir des clauses de pénalité s'il y a des retards dans les rénovations avec l'entrepreneur et avoir des liquidités nécessaires avant de commencer les travaux. Enfin, dernier élément de synthèse, le 5e, c'est 17 trucs divers. Donc, c'est les auteurs à la fin, là, ils présentaient les 17 trucs importants qu'ils voulaient qu'on retienne. Il y a des choses qui vont répéter ce que j'ai déjà dit, mais on y va rapidement. Premier truc, transférer la facture d'électricité à vos locataires, donc parfois en échange d'Internet ou en échange de petites rénovations. Ça va peut-être vous coûter un peu d'argent au départ, mais ça va augmenter beaucoup votre équité pour un potentiel de rachat d'un autre immeuble. D'achat d'un autre immeuble plutôt. Deuxième truc, depuis 2020, les liquidités qui sont issues d'un refinancement justement doivent être réinvesties. Vous ne pouvez pas retirer cet argent-là pour vous gâter. Troisième truc, attention, parfois il faut attendre 1 an avant de refinancer un immeuble, peu importe s'il avait déjà bien optimisé. Quatrième truc, ils ont un exemple qui dit que leur couple qu'un couple possède 20% de l'immeuble avec 0$ et que 4 investisseurs passifs possèdent chacun 20% eux aussi. Donc, le couple, eux, n'ont mis 0$ dans la mise de fonds, mais sont actifs. Donc, ils font la gestion, ils font les rénaux, ils gèrent les locataires. Donc, sachez que c'est possible d'investir en immobilier si vous n'avez pas beaucoup de sous, si vous trouvez des partenaires qui, eux, veulent juste mettre de l'argent et que vous gériez tout le reste. Les auteurs disent que l'important, c'est de vous construire votre portfolio, donc de montrer que vous êtes rigoureux. Si vous avez déjà des réussites, bien sûr, les mettre dans votre portfolio et au fur et à mesure, ça va être plus facile de vous trouver des partenaires passifs, alors que vous n'allez jamais mettre une scène ou très peu d'argent, mais vous allez mettre beaucoup de temps pour gérer votre patrimoine immobilier avec vos partenaires. 5e truc, l'optimisation en cascade. Donc, on l'a vu d'offrir un logement rénové à un autre locataire avec un petit peu d'argent pour qu'il accepte et on libère alors un autre appartement pour le rénover et augmenter les futurs loyers. 6. Faire baisser la prime d'assurance. 7. Utiliser les stationnements pour faire plus d'argent. 8. Le multiplicateur de revenus bruts en moyenne, c'est 20. Donc, chaque dollar optimisé est multiplié par 20 dans l'équité de votre immeuble. 9. Ne pas faire d'erreur, de ne pas augmenter le loyer parce qu'on a des bons locataires. Il faut toujours augmenter le loyer selon les auteurs au maximum permis. 10. Lors de la relocation à un autre locataire, toujours divulguer le plus bas prix payé lors des 12 derniers mois afin d'éviter des recours par la suite. 11. Améliorer vos compétences de négociation pour être en mesure de parfois faire accepter des baux plus élevés que ce que la régie propose. 12. Offrir des petites attentions à vos locataires à Noël, décorer pour les fêtes spéciales comme Pâques, etc.
et surtout offrir un service rapide et courtois à vos locataires. 13. Profitez du site clubimmobilier.ca/transformer. Ça, c'est leur site des auteurs, bien sûr, donc ils promouvoient un peu leur propre site, mais c'est un site avec plusieurs ressources pour les investisseurs immobiliers. 14. Le fait de refinancer ne vous donne pas beaucoup d'argent dans vos poches, donc vous ne vivez pas une vie de riche, mais ça permet de conserver vos producteurs de revenus, donc vos immeubles. Au lieu de vendre et de faire de l'argent, vous conservez votre immeuble et vous faites de l'argent pour en acheter un autre plutôt. Donc, au bout du compte, votre actif net augmente, mais votre cash flow, pas tant que ça. Donc, vous n'avez pas beaucoup plus d'argent dans vos poches, mais vous avez beaucoup plus d'actifs nets. 15, ils disent que les investisseurs disent que l'idéal, c'est d'avoir des gros logements, des gros immeubles, mais que tout le monde a commencé au début. Donc, à vous de voir. Peut-être qu'au début, vous allez voir de 2 à 5 portes, mais qu'on a vu que d'avoir de plus gros immeubles, c'est plus rentable. Mais il faut commencer quelque part. 16, ils font une suggestion de livre qui s'intitule « Vous au carré », une formule à haute vitesse pour décupler votre efficacité personnelle. C'est un livre de Price Pritchett. Je ne l'ai pas lu, je l'ai ajouté à ma liste. Je vais peut-être pouvoir vous en faire une synthèse bientôt. Et 17, s'inscrire au Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Ils disent qu'ils font plusieurs séminaires et qu'il y a du coaching possible. En conclusion, donc c'était un long épisode. C'est le plus intéressant des 3 livres et le plus concret avec des exemples précis et récents. Donc je le suggère fortement si l'investissement immobilier est un type d'investissement qui vous intéresse. Qu'est-ce que je retiens de ce livre-là? Pour moi, je trouve que c'est les ratios importants qui sont décrits de façon super claire dans le livre. J'en connaissais aucun avant de lire ce livre-là. C'est vraiment ici que j'ai compris également la stratégie d'optimiser en 1 an un immeuble pour le refinancer SCHL après sur une longue durée et dégager ainsi une grosse liquidité pour un autre achat d'immeuble. Dans la vraie vie, il faut quand même trouver un bon deal pour être efficace en 1 an et ensuite trouver un autre deal après quand on est prêt à refinancer. Donc, c'est pas aussi passif que la bourse, mais les rendements potentiels, si vous faites bien ça, sont probablement supérieurs au marché boursier. En fait, c'est assurément supérieur si vous faites tout ça très bien, mais ce n'est assurément pas passif, surtout au début. La semaine prochaine, je présente la mise à jour de ma stratégie d'analyse avec un support visuel YouTube. Donc, on va commencer en effet la semaine prochaine les résultats de mes nouvelles analyses qui ont été faites en mars 2024. Ce jeudi, il n'y a pas d'analyse d'action parce que c'est le 13e épisode des abonnés. Je discute d'un sujet super intéressant qui, moi, a quand même changé un peu ma vie d'investisseur. C'est la méthode Norbert Gambit. Donc, cette méthode-là permet de convertir des dollars canadiens en dollars US ou vice-versa sans aucun frais pour les investir sur le marché américain, ce qui permet d'investir dans des FNB avec des frais de gestion encore plus bas directement en US. Donc, ça a vraiment été un game changer pour moi et je vous présente ça ce jeudi dans l'épisode des abonnés. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié et merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui. Si tu apprécies le podcast, il y a 3 choses gratis que tu peux faire pour m'aider. 1. Partager le podcast sur tes réseaux sociaux. 2. T'abonner, suivre ou donner quelques étoiles au podcast selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et 3. Me suivre sur la page Facebook du podcast. Si tu veux me soutenir davantage, tu peux t'abonner pour $3,99 par mois au podcast et ainsi avoir accès à un épisode spécial supplémentaire chaque mois, en plus d'avoir accès à mon outil d'analyse. Toutes les informations pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. Sinon, oublie pas que je suis pas un expert, prends jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.